nous allons maintenant écouter 3 experts de la filière. Un qui va venir nous livrer une vision environnementale du prix et de la valeur de l'alimentation. L'autre, une vision sociétale. Et le troisième, une vision économique. Et il va notamment largement revenir sur les AOP, IGP montées en gamme. J'appelle sur scène Olivier Dauvert, Olivier Clos et Philippe Gutzmann. Olivier Dauvert. Myself. Vous êtes un expert de la grande distribution. En général, c'est là qu'on vous attend. Mais à l'Open Agri-Food, vous venez nous surprendre en nous parlant du versant écologique, environnemental de l'agriculture et de l'alimentation. Vous allez nous parler d'une de nos poules aux œufs d'or de l'agriculture. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je viens effectivement vous parler du sol. Alors si je peux avoir les petites images que je vous ai préparées sur l'écran, ça va être... Oui, oui, mais c'est à moi d'appuyer. Oui, mais j'ai appuyé déjà une fois. Encore une fois. Encore une fois. Voilà. Vous l'avez. Ah, j'ai pas de retour. Bon, alors du coup, pardonnez-moi, je vais me mettre comme ça. Ça vous dérange pas parce que j'ai pas de retour devant moi. Je vous parlais qualité de la direction du think tank agroalimentaire des Échos que j'assume depuis. Pardon, c'est arrivé, donc je peux m'asseoir. Depuis 9 ans. C'est loin pour ceux qui me suivent et me connaissent de la distribution, sauf qu'à la base, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis ingé agri, j'ai fait Purpan et j'en suis très très fier. Donc je ne suis pas totalement naïf sur ces sujets-là et je vais vous présenter quelques-unes des recommandations et des réflexions que l'on a menées avec le think tank sur ce sujet du sol. Pourquoi le sol? Parce que ça peut être, ça doit être le socle de la transition environnementale et le sol peut être bien davantage qu'un simple support. Sinon, on appellerait ça un substrat. Pour ceux qui sont un peu dans la production, par exemple dans le maraîchage, on a des substrats. Bon, un substrat et un sol, ce n'est pas tout à fait pareil. Le sol doit être un élément central de notre sécurité alimentaire parce que c'est donc le moyen de production, c'est l'actif de production que l'agriculture a, comme un industriel a des usines, on peut appeler ça aussi l'actif de production. Le sol, il a d'autres vertus. Il a un rôle majeur dans le cycle de l'eau et dont on sait quand même aujourd'hui que le cycle de l'eau et l'eau en tant que ressource, ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas un petit problème. Le sol a une responsabilité, a un rôle là-dedans. Le sol est aussi le plus grand réservoir possible à carbone. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en gros, pour faire simple, on considère que ça peut absorber l'équivalent de 80 tonnes par hectare. Quand vous regardez ce qui se passe au niveau français sur ce sujet du potentiel, parce que toutes les terres ne sont pas égales, c'est juste pour vous dire que le 80 tonnes de CO2 par hectare, il faut le nuancer par région, par typicité de sol, et vous avez cette carte de France qui est juste là pour l'illustrer. Bref, le sol peut neutraliser l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Il y a une démarche, il y a une initiative qu'on appelle le 4 pour 1000 qui en gros consiste à dire que si on accroît un tout petit peu, parce que 4 pour 1000, reconnaissez avec moi que ce n'est pas une révolution, si on accroît un tout petit peu le stockage du carbone dans le sol, alors on peut arrêter la production de carbone et en gros l'effet négatif, pour faire simple, même si je simplifie un peu, des gaz à effet de serre. Ce 4 pour 1000 aujourd'hui, on n'y est pas. Les études de l'INRAE montrent qu'on est aux alentours de 2,3 pour 1000 avec une marge d'erreur très importante qui fait qu'en réalité, on ne sait pas où on est. Et en tous les cas, on n'est pas au 4 pour 1000 parce que derrière cette estimation de 2,3 pour 1000, en réalité, on dit que ça peut être moins 0,2 ou que ça peut être plus 2,3. Donc la marge d'erreur est quand même très importante. Et pourtant, la pratique principale qui consiste à adresser ce sujet-là, elle est connue, elle se résume en 2 lettres. MO pour matière organique, et en gros, il faut, d'une manière ou d'une autre, il faut enfouir de la matière organique dans le sol. Voilà. Pour faire simple, l'enjeu qui se pose à l'agriculture et quelque part derrière à toute la société, parce que le sujet du stockage du carbone et de la gestion des gaz à effet de serre, il n'est pas neutre. Donc voilà pourquoi le sol peut-être, doit être le socle de la transition environnementale. Une fois qu'on a dit ça, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, on est très loin du point d'arrivée. Les études de l'ADEME montrent que 41% des sols français sont considérés comme dégradés, que 55 000 hectares de sols agricoles changent d'usage tous les ans. Donc ça veut dire qu'on sait où il faut aller, on sait quel type de technique il faut utiliser, et manifestement, on ne le fait pas assez parce que les indicateurs ne traduisent pas encore une amélioration qui soit substantielle. Alors voilà, sur cette base-là, sur ce constat qui est finalement facile à partager, quelques axes de réflexion que l'on a travaillé au sein du think tank agroalimentaire des Échos. Le premier axe de réflexion, c'est de dire
Et si le sol bénéficiait d'une protection juridique au même titre que l'air, que l'eau ou la mer? L'air, l'eau, la mer, il y a des protections juridiques, juridiques derrière. Si vous polluez une rivière, vous pouvez en être considéré comme responsable. Si vous polluez la mer, regardez les grands procès qu'il y a eu sur des pollutions maritimes, vous pouvez en être considéré comme responsable. Donc le sol pourrait bénéficier de cette forme de protection juridique suprême qu'il n'a pas encore aujourd'hui. Alors là, on est un peu dans une espèce de théorie, de rêve, mais malgré tout, il faut quand même remettre cette première brique en bas. Et puis ensuite, il y a des recommandations beaucoup plus opérationnelles. La première de ces recommandations, elle tourne autour du mot « mesure ». Il faut mesurer pour, tôt ou tard, être capable de voir si on a avancé ou pas dans la bonne direction. Donc, on doit se lancer dans cette idée d'un diagnostic généralisé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de diagnostic de fait, bien évidemment, il y en a plein, ce n'est pas le sujet. Là, on change d'échelle. Ça devient l'alpha et l'oméga, le point de départ de la réflexion sur les sols, c'est un diagnostic à la parcelle généralisé. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut mesurer évidemment l'évolution entre deux périodes, très bien. Mais on peut aussi tenter de lui donner une valeur en attachant ce diagnostic, qu'on va appeler qualité du sol, à la transaction foncière. De la même manière, pour ceux qui ont vendu des appartements ou des maisons, vous savez qu'on vous demande aujourd'hui un diagnostic DPE. Et si vous avez un bon diagnostic, la valeur de votre bien immobilier va être meilleure que si vous avez un mauvais diagnostic. Eh bien, avec cette mesure-là et ce diagnostic de qualité des sols, on peut donc influer alors sur un cycle de temps très long, parce que les transactions agricoles, je vous l'ai dit, je suis tout sauf naïf sur l'agriculture, ça ne se fait pas tous les 4 matins. OK, mais à un moment donné, il faut quand même commencer. Donc se dire que cette mesure va devenir un élément attaché à la transaction foncière. Ensuite, 2 autres recommandations. Relier les pratiques culturales et le financement de l'agriculture. Alors là, c'est un vœu pieux en tant que tel, mais c'est en gros derrière le mot magique, c'est contractualisation. Si tu fais comme ça, alors tu as droit à une bonification. Ça ne suffit pas pour en faire une valeur payée par le conso. Là, on est que, vous allez me dire, bah oui, c'est très facile, mais si les distributeurs ou les restaurateurs ou les consos ne veulent pas payer, on va avoir du mal à donner un bonus, un premium de prix à une bonne pratique agricole. Eh bien, dans le même temps, il faut relier l'état du sol à l'affichage environnemental dont on voit qu'il est en train de se développer. Alors, s'appellera-t-il EcoScore, Planet Score? Ce n'est pas le sujet, peu importe, même si j'ai mon idée. Mais dans les faits, il est évident que tôt ou tard, il y aura un affichage environnemental et qu'il participera à la valeur perçue d'un produit, de la même manière que le Nutri-Score aujourd'hui participe à la valeur perçue d'un produit alimentaire dans son volet nutritionnel et modifie les intentions d'achat du consommateur, ça a été prouvé. Et donc, quand vous reliez ces 2 recommandations, vous arrivez à créer quelque chose qui fait que la pratique agricole peut avoir un effet de valorisation sur le produit final. Si je vous résume ce que je voulais partager pour poser ce sujet du sol, on démarre par de la mesure. C'est l'analyse, c'est le diagnostic. La mesure, si on l'attache à toute transaction, mécaniquement, on va créer une valorisation de l'actif. Et si on crée une valorisation de l'actif, alors on crée une amélioration du sol. Parce que si vous êtes pénalisé parce que vous avez mal entretenu votre sol pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, dont vous l'avez eu en propriété ou en fermage, peu importe, eh bien, vous allez être incité plutôt à mieux le travailler. Voilà. C'est la même chose quand vous êtes propriétaire de votre maison. Est-ce que de temps en temps, vous ne faites pas 3 ou 4 travaux pour lui conserver sa valeur? La réponse, elle est oui. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous ne le faites pas, vous dévalorisez votre actif. Voilà pourquoi la mesure induit au final la valorisation. Et ensuite, les 2 autres recommandations, le fait de contractualiser les pratiques et d'avoir un lien entre l'état du sol et l'affichage environnemental, ben mécaniquement, c'est une incitation via le revenu, puisque je vais avoir des prix qui seront plus élevés, puisque des produits qui seront mieux notés. Et donc, si vous avez une incitation à mieux travailler par le revenu, vous avez mécaniquement aussi une amélioration du sol. Donc, la grille, l'état des lieux, le diagnostic est assez facile à faire. Quelques pistes de réflexion, vous en avez là. Elles conduisent toutes à une amélioration de la qualité du sol. Merci. Merci beaucoup, Olivier. C'était très clair. Et si on pouvait, il n'y a plus qu'à, quoi, en fait. Hein. Voilà. Let's go. Je vais donner la parole maintenant à Olivier Clos. Vous êtes directeur associé chez MG Consultants et vous travaillez depuis de nombreuses années dans les ressources humaines et le recrutement. Alors,
La première, là, vous intervenez sur le pilier sociétal et vous allez nous parler d'une chose qu'il est absolument nécessaire de valoriser aujourd'hui en agriculture, eh bien, c'est les métiers. Si on ne valorise pas les métiers, vous allez nous dire quelles vont être les conséquences. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce déficit en ressources humaines que nous connaissons actuellement en agriculture, mais dans toute la filière, et quelles seraient les pistes pour y remédier? Alors, je vais essayer d'être synthétique parce qu'on pourrait passer 2 heures sur le sujet. Tout d'abord, bonjour à toutes, à tous. Merci Florence de m'avoir convié à ce débat. Moi, mon quotidien, c'est d'essayer de trouver la bonne personne au bon endroit. Et je recrute spécifiquement pour le milieu agricole depuis un peu plus de 20 ans. Je constate depuis 20 ans qu'on a une évolution, effectivement, une forme de dégradation de l'attractivité du secteur agricole, des métiers de l'agriculture en général. Alors, il y a 2 cas à distinguer. Il y a les agriculteurs, l'envie d'être agriculteur et de susciter des vocations pour reprendre des exploitations agricoles. On a un quart des agriculteurs qui a plus de 60 ans. On a un gros défi de renouvellement, effectivement, des agriculteurs. Mais je dirais, on a globalement constaté dans l'histoire que les fermes se concentraient et que, de fait, malgré cette crise de vocation, la ferme France, elle a continué de tourner. On a encore des agriculteurs aujourd'hui. On en aura demain par aussi la concentration des exploitations. Sur le volet des salariés, là, le constat a beaucoup évolué. On a en gros 10 à 12 000 emplois non pourvus dans le secteur agricole en France chaque année. 250 000 créés, mais 10 à 12 000 non pourvus. Parce qu'on a un déficit, effectivement, de connaissances, d'abord, des métiers de l'agriculture. Alors, les agriculteurs trouvent des solutions. Ils vont avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère, notamment. On parlait des fruits et légumes tout à l'heure. Beaucoup d'équipes de production, de ramassage de fruits et légumes sont constituées aujourd'hui de main-d'œuvre qui viennent de l'étranger pour pallier une absence de ressources humaines sur le territoire français. Ça se catégorise également maintenant sur des professions plus diplômées ou plus intellectuelles. On manque de vétérinaires ruraux, notamment en France, depuis quelques années. Si bien que, par exemple, au sein de notre cabinet, on est en train de réfléchir à comment faire venir des vétérinaires européens, mais roumains, bulgares, et de les faire venir en France, de les former aux Français, de les former aux normes sanitaires françaises pour pallier cette absence de ressources humaines sur le territoire. Voilà, donc il y a une évolution qui est malheureusement pas dans le bon sens, on va dire, en termes d'attractivité des métiers de l'agriculture en général. Alors ça, c'est l'attractivité, mais en ce qui concerne les candidats, on voit que le profil est en train de changer. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors, les candidats ont déjà un marché qui leur est favorable. Ils sont dans une situation confortable de pouvoir choisir aujourd'hui un ou plusieurs métiers, une ou plusieurs entreprises. Une anecdote pour vous citer ça, quand j'étais directeur des ressources humaines d'une entreprise de services il y a une quinzaine d'années, je participais à des forums étudiants, donc dans les écoles, pour aller, entre guillemets, draguer les étudiants et les faire venir dans mon entreprise. On était peut-être 15 ou 20 entreprises à se présenter pour expliquer ce qu'étaient nos métiers. Je suis retourné au même forum de la même école il y a quelques mois, il y avait 190 entreprises. Et des entreprises notamment hors secteur agricole, qui elles aussi avaient des difficultés à recruter, qui venaient chercher des ingénieurs ou des têtes bien faites, peu importe la filière à laquelle ils étaient formés, pour les faire sortir finalement de la filière agricole et leur offrir aussi d'autres opportunités. Voilà, donc c'est un marché en tension, et les candidats aujourd'hui ont un choix multiple de carrière devant eux. Et ce qui veut dire que finalement,
les nouveaux agriculteurs auront un profil bien différent de ceux qui partent. Oui. Oui, alors déjà, on a des agriculteurs mieux formés, avec des niveaux de diplômes plus importants. Hein, donc on a une proportion de bac plus 4, 5 qui augmente chez les agriculteurs. C'est très bien, ça amène effectivement aussi des compétences de gestion et de chef d'entreprise, d'innovation, d'ouverture peut-être sur d'autres marchés intéressantes. Après, il nous faut aussi des qualifications moins élevées pour le travail quotidien de production, de ramassage, de tri, de conditionnement, voilà, qui sont aussi des éléments importants dans la chaîne. Et quelles seraient les valeurs à mettre en avant pour... il y a plein de jeunes là, et puis il y en aura toute la journée. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils viennent travailler dans l'agriculture et dans la filière alimentaire ? Je pense qu'il faut leur parler de modernité, il faut leur parler d'innovation, il faut leur parler de bien-être au travail. Il faut casser ces images qui sont associées à l'agriculture comme des images négatives. On travaille beaucoup, c'est pénible, c'est sale, on ne prend pas de vacances, etc. Si, parce que l'agriculture, elle est polyforme aujourd'hui. Hein, moi, je suis exploitant agricole aussi, à côté. J'ai délégué une partie des travaux à une entreprise de travaux agricoles, ce qui me permet d'avoir une autre activité, ce qui me permet de prendre des vacances, ce qui me permet de... Voilà, donc là, on ne va pas se condamner, entre guillemets, dans une exploitation agricole toute sa vie. On a aussi des projets de diversification, on a aussi des projets entrepreneuriaux qui permettent à un jeune de balayer au sein d'une même carrière, finalement, plein de projets différents. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors Philippe, on aborde le volet économique. Avant de lui donner la parole, je vous recommande un article que nous avons glissé dans notre dossier documentaire, qui est une contribution au Déméter 2023 sur le revenu et l'alimentation des Français, et qui est extrêmement intéressant, sur lequel d'ailleurs on a un petit peu phosphoré pour préparer cette intervention. Philippe, vous êtes consultant et expert de la filière agroalimentaire depuis de nombreuses années, et vous allez nous donner un éclairage économique du prix de l'alimentation. Et on va commencer par une question toute simple. Que pouvez-vous nous dire du revenu des Français et de la part qu'ils consacrent à l'alimentation ? Je ne vous apprends rien en vous disant que le revenu des Français est manifestement assez contraint. Ce qui me paraît important, c'est de se dire que ce n'est pas l'inflation qu'on vit là depuis 18 mois, 2 ans, qui pose un problème. Évidemment, c'est un problème, mais il faut regarder de façon un peu plus longue. Quand on parle du pouvoir d'achat, quand vous l'entendez à la radio, à la télé, vous entendez souvent parler du pouvoir d'achat des ménages. La communication des gouvernements, quels qu'ils soient, parle souvent de ça. Le pouvoir d'achat des ménages se porte mieux. C'est le premier sujet pour moi important. C'est qu'il faut distinguer le pouvoir d'achat des ménages du pouvoir d'achat par ménage. Le pouvoir d'achat des ménages, c'est le pouvoir d'achat de toute la salle cumulée. Mais chacun d'entre vous, dans la salle, vous vous en fichez totalement. Ce qui vous intéresse, c'est vous. Et pourquoi c'est un point important ? C'est parce que le pouvoir d'achat par ménage, en moyenne en France, de 2007 à aujourd'hui, il a quasiment stagné. En valeur absolue, en euros. Il a quasiment stagné. En gros, on n'est pas sorti de la crise des subprimes et depuis, c'est pareil. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a un décrochage du pays très net par rapport à nos voisins, mais je ne vais pas détailler tellement ça, mais surtout parce qu'on a une dynamique démographique qui est très particulière, c'est la baisse de la taille des ménages. Donc le pouvoir d'achat total, il augmente, mais comme le nombre de ménages augmente beaucoup plus vite que la population, en gros sur 20 ans, c'est 10% de croissance de population, 20% de croissance du nombre de ménages. Et donc on a un écrasement du pouvoir d'achat par ménage. Or, c'est bien celui-ci qui fait toutes les dépenses, notamment les dépenses de logement. Et quand je viens de vous dire 10% de croissance de population et 20% de croissance des ménages, pour le dire de façon triviale, mais on est à l'Open Agri-Food et vous comprendrez évidemment l'image, ça veut dire que la croissance du besoin en four à micro-ondes va 2 fois plus vite que la croissance du besoin en plat cuisiné. Et donc on a une pression des dépenses qui ne sont pas liées à la personne. D'ailleurs, au passage, les dépenses liées à l'habillement sont également sous contrainte. Toutes les dépenses liées à la personne sont sous contrainte de cette évolution de la taille des ménages dans un environnement où, par ailleurs, le pouvoir d'achat n'est pas explosif.
C'est le premier point qui me paraît important de rappeler. Et ce qui m'amène à penser, et c'est le lien avec la première table ronde tout à l'heure, que contrairement à ce qu'on peut penser, et qu'on peut souhaiter, que je souhaite avec vous, je suis assez peu optimiste sur le fait que la part de la dépense des ménages consacrée à l'alimentation augmente dans l'avenir. Et du coup, quels sont les grands changements qui sont survenus dans la consommation alimentaire des Français ? Alors, elles sont très nombreuses. On pourrait passer la journée sur ça. Il y a quelques points, moi, qui me semblent très importants. Le premier, qui est le corollaire de ce que je viens d'évoquer, qui est l'individualisation des repas. C'est très marquant. C'est multifactoriel, mais c'est très marquant. Pour beaucoup d'entre vous, les plus anciens dont je suis, quand on était à table en famille, d'abord on était en famille, plutôt nombreuses, on mangeait ensemble autour du même plat, quand j'étais gamin, que préparait ma maman, etc. C'est quelque chose qui, déjà à domicile, existe beaucoup moins. Pour deux raisons. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure se traduit dans des chiffres. 70% des ménages français aujourd'hui, entendez bien, 70%, donc 70% des appartements, des maisons, hébergent des ménages de 1 ou 2 personnes. 37% des ménages sont des ménages de 1 personne. Donc les ménages de 4 personnes, vous savez, quand on parle de la famille, quand on est par exemple dans la grande distribution, qu'on dit mes clients, c'est la famille. On la fantasme avec la famille de 4 personnes. Hein. C'est ça qu'on a dans notre imaginaire. C'est 11% des ménages. Donc, vous voyez, déjà par cette nature même de la taille des ménages, il y a une individualisation. Et ensuite, culturellement, je ne sais pas si vous vivez ça comme chez moi, j'ai 3 filles, entre 18 et 27 ans, mais même quand on se retrouve à table, chacun a sa liberté personnelle. C'est-à-dire que même si on fait des pâtes, elles vont vouloir éventuellement pas manger les mêmes, parce que je pourrais être bêtement coercitif, boomer ou autre, à obliger à manger la même chose. Alors, je dis ça de façon un peu amusante, mais c'est aussi lié à un autre paramètre, c'est que cette individualisation du repas, elle procède également de l'évolution, dont on a très peu parlé, stratosphérique de la consommation hors foyer. Comprenons bien que sur les 20 dernières années, si je considère l'augmentation du nombre de repas à manger dans notre pays, c'est-à-dire la population fois 2 repas par jour, je ne compte pas le petit-déj hein, en l'occurrence, à peu près 80% de cette croissance a été captée par la restauration hors foyer. Ce qui veut dire qu'en nombre de prises alimentaires, en nombre de repas, la restauration hors domicile a connu une croissance sur 20 ans de 55% à peu près, alors que la grande distribution, dont on ne fait que parler, a connu une croissance de 2,5%. Ne nous étonnons pas de la guerre des prix, de la guerre de part de marché, quand les gars font 2,5% de croissance volume sur 20 ans. Sur 20 ans. Et on s'occupe sans arrêt de ce sujet qui est un sujet majeur, et en ne s'occupant pas du sujet du hors-foyer, qui est un sujet fondamental. Fondamental parce que vous le savez bien, c'est notoirement là qu'est la porte d'entrée de l'importation, sur beaucoup de productions. On a parlé de volaille tout à l'heure, c'est criant. Mais aussi parce que le sujet n'est pas tellement pour moi celui de l'augmentation de la valeur dédiée par les Français à l'alimentation, mais de sa répartition, et pas bêtement dans la répartition, est-ce que c'est l'industriel qui se gave, ou l'agriculteur qui nous a menti, ou le distributeur qui se gave, c'est pas le seul sujet. C'est où va l'argent. Quand vous dépensez 100 € d'alimentation dans la restauration, vous avez une part de service dans la valeur ajoutée, ou dans la livraison à domicile, bien plus conséquente que quand il y a 60 ans, on achetait des produits uniquement bruts et qu'on cuisinait chez soi, et où la part de valeur dédiée à la production agricole était mécaniquement plus forte. Donc on peut me raconter ce qu'on veut sur les débats interprofessionnels, les filières, etc. Ça, ce sont des évolutions sociétales. On va de plus en plus vers le hors-foyer, vers les services. Et ayez en tête, malgré les chiffres que je vous ai donnés qui sont déjà assez interpellants, que la France est un des pays d'Europe les plus faibles en RHF, en restauration hors foyer. Notre potentiel de croissance là-dessus est absolument considérable. Les pays d'Europe du Nord, ou même l'Espagne, sont des pays où on consomme beaucoup plus hors domicile, et je suis assez convaincu que nous allons tout droit vers ça pour des raisons sociodémographiques. Et donc, faut faire avec. Très intéressant. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de la montée en gamme et du rôle qu'elle peut avoir sur le prix et la valeur de l'alimentation ? La montée en gamme, c'est un sujet... Alors moi, ça m'a beaucoup, pendant des années, ça m'a beaucoup passionné, j'y ai beaucoup cru. Et je pense qu'on s'est trompé à plusieurs titres.
Le premier, c'est qu'on a confondu, enfin, on a interprété la montée en gamme comme étant une montée en gamme produit. On est un pays de produits, on est des fans du produit, des cahiers des charges produits, et on a considéré la montée en gamme comme étant une montée en gamme produit. Ce que je viens de vous dire sur la RHF montre bien que pour le consommateur, ça peut être une montée en gamme service, c'est pas du tout produit, et donc c'est pas du tout le même sujet, la montée en gamme. Et le deuxième, c'est que pendant longtemps, pendant la période de la guerre des prix, en gros 2012-2013 jusqu'à 2020, moi j'entendais beaucoup, j'étais distributeur à l'époque, et j'entendais évidemment les industriels nous dire 5 milliards, voire 7 milliards de destruction de valeur. Et tout en étant de l'autre bord, mais je comprenais ce sujet-là. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de destruction de valeur. Le marché au total en France, il est étal. Et il évoluait tous les années, je suis encore avant le Covid, au rythme de l'inflation ou de la croissance démographique. Donc il y avait des déplacements de valeur. Et malgré ces déplacements de valeur, au profit notamment des filières à l'époque bio, des PME, du local, etc., ces déplacements de valeur se traduisaient au global de la filière par une baisse de marge. C'est-à-dire qu'en fait, la montée en gamme en France, telle qu'on l'a vécue, ça a été une montée en coût beaucoup plus rapide que la montée en prix. Et en fait, moi, j'incite la filière à arrêter de s'occuper des prix, ça ne veut pas dire que je les ignore, mais à s'occuper des marges. C'est qu'à avoir augmenté l'atomisation de la filière sur des productions plus petites, et moi j'adore les petites PME, hein, mais avoir développé ça au détriment, à un moment donné, de groupes plus structurés, de grosses coopératives agricoles, et notamment, je vois Emmanuel dans l'angle, des ETI. Heureusement, il y a un plan qui est sorti la semaine dernière, mais je pense que c'est une voie absolument fondamentale. En fait, on a détruit de la valeur en atomisant le tissu productif. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut qu'on reconquiert la valeur, non pas en se disant il faut que le client paye plus. J'aimerais bien, mais je viens de vous expliquer qu'il ne le fera pas. Mais en se disant comment on va améliorer notre marge collectivement en retravaillant l'organisation de la filière. À ce titre, la filière s'enorgueillit souvent, par exemple, de dire on a 17 000 PME en France. Quand vous regardez la statistique nationale sur les 17 000, comment elles sont constituées? C'est 17 000 établissements. 17 000 au sens, ce n'est pas des entreprises, c'est les établissements. J'ai regardé l'emploi, c'est les statistiques du ministère. En Bretagne, qui est le tissu le plus concentré, une entreprise agroalimentaire moyenne fait, je crois, 43 salariés. Ça doit déjà faire sourire nos amis espagnols, italiens ou allemands. Quand on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 6,3. Ben moi, je préférerais, je le suis assez brutal, mais je préférerais 9 000 PME 12 plutôt que 17 000 de 6. Parce que ce n'est pas avec des PME de 6 salariés qu'on arrive à développer la valeur ajoutée, de la croissance, de l'exportation, etc., etc. C'est un enjeu collectif, à mon avis, majeur de travailler là-dessus. Bien, merci beaucoup. Je trouve que ces 3 éclairages sont vraiment très intéressants. Je vais proposer qu'on fasse passer des micros pour prendre quelques questions dans la salle. Mais avant, je vois qu'Olivier veut tout de suite réagir. Ouais, ils vont se faire un petit dialogue à deux, en attendant d'avoir le micro. Je trouve qu'il y a un point commun entre les deux interventions de Philippe et d'Olivier, c'est une apologie de la taille et de l'effet de taille. Il va falloir qu'on sorte de cette idée franchouillarde que plus c'est petit, mieux c'est. Philippe vient de dire qu'il vaudrait mieux des entreprises un peu plus grosses qu'un peu plus petites. Pourquoi? Parce que l'effet de taille dans l'économie, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais ça s'appelle les économies d'échelle, et la taille est un diviseur de charges, et donc une amélioration des coûts. Et comme on a un problème de compétitivité, la taille est un facteur de compétitivité. L'effet de taille pour la gestion par les coûts. Mais l'effet de taille aussi pour l'attractivité du métier. Est-ce que vous pensez que vendre à un ingé agri qui a fait, comme moi, Purpan ou d'autres écoles ou d'autres formations, que s'il veut être agriculteur, c'est une ferme de 100 vaches où il n'aura quasiment pas de vacances et il n'aura pas d'espoir de croissance parce qu'en France, on va condamner une ferme de 500 ou de 600 ou de 1000 vaches. Est-ce que vous pensez que ça va le faire triper? Évidemment pas. La taille est un facteur d'attractivité aussi pour les métiers. Et tout à l'heure, j'entendais Marc Fesneau rigoler, railler la notion de ferme-usine qui en France commence à 2 vaches, pour faire simple. Il était un peu caricatural, mais c'était très intéressant. Mais moi, je lui lance un défi. Ce n'est pas ici qu'il faut raconter ça. Parce qu'ici, tout le monde est convaincu, enfin je l'espère, de la vertu de l'effet de taille sur toute activité économique.
c'est dans la société, c'est dans les médias, c'est à l'Assemblée, c'est au gouvernement, que tous ces couillons qui nous parlent d'agriculture matin, midi et soir, sans avoir jamais mis un pied dans une ferme, hormis pour aller tourner l'amour est dans le pré, viennent nous expliquer comment ça fonctionne et qu'à 200 vaches, c'est trop. Non mais franchement, qu'on arrête avec ces conneries-là. Marc Fesneau, c'est à tous ces béotiens de l'agriculture qui en parlent beaucoup qu'il doit expliquer que la ferme-usine, c'est une solution pour la ferme France. Voilà, et il faut le dire comme ça. Et donc, l'effet de taille, ça a des vertus sur vos deux sujets, et c'était très frappant de vous entendre. Merci. Vous avez droit de le penser, j'ai aussi droit de le penser et de le dire. C'est ça qui est bien. Voilà. Eh bien, vous voulez le micro, monsieur? Non? Bon, est-ce que quelqu'un souhaite parler, s'exprimer? Je voulais juste ajouter un point qui me semble important, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture, évidemment, et on est là pour ça. Je voudrais être provoquant, mais je vois Jean-Paul Tory, ça devrait lui plaire. Je vais être provoquant. Moi, j'aimerais qu'on parle beaucoup moins d'agriculture et qu'on parle beaucoup plus d'industrie. J'ai eu la chance de mener avec Circana en début d'année une étude sur les produits, sur les marques locales. Et il y a un truc qui m'a frappé, que j'ai découvert. C'est que les territoires en France qui ont la meilleure performance de consommation de produits locaux, et on a parlé de résilience alimentaire et autres, donc ce que je vous dis, mettez à l'échelle nationale, ce n'est pas des territoires de production agricole, ou pas nécessairement. Il y a des territoires extrêmement puissants en agriculture qui sont complètement nuls en consommation locale. Et en fait, le sujet, c'est d'abord l'industrie. Je suis absolument convaincu aujourd'hui que la clé du problème, ce n'est pas de s'occuper d'abord de l'agriculture, c'est de s'occuper d'abord de l'industrie, de réinstaller des usines dans les territoires. Parce que la réalité, vous tous dans la salle et moi, c'est qu'on ne mange pas de produits agricoles, sauf des fruits et légumes. Tous les produits que nous consommons sont des produits transformés. Et donc, il faut mettre des usines. Si on ne met pas d'usines, on n'est pas foutu de capter la valeur ajoutée dans les territoires et de la garder. Et on n'est pas fichu de tirer de la production agricole qui, forcément, se vend à l'encan des marchés internationaux. Et donc, j'ai envie de dire, cessons de parler d'agriculture, mettons des usines avec une grande variété de production dans les territoires. Et c'est comme ça qu'on réglera le problème. J'en suis, moi, profondément convaincu aujourd'hui. Emmanuel Vasnex veut réagir. Juste une réaction par rapport à vos propos. D'abord, bravo, aussi bien Olivier que Philippe sur ce que vous avez dit, parce que je pense que c'est ce que beaucoup pensent et que peu expriment en fait au travers de ça. Je te rejoins tout à fait, Philippe, ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, je disais qu'on a une industrie agroalimentaire qui n'a pas investi depuis 10 ans, parce qu'on est sorti de 8 années de déflation, et ensuite on a effectivement ces 2 années qui sont des années d'inflation. On n'a pas investi, on a des outils obsolètes. On a un danger majeur sur la sécurité alimentaire, qui est quand même le chapeau de tout ce qu'on peut faire. On peut innover dans tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas la sécurité alimentaire, on prendra de toute façon une raclée. Et aujourd'hui, quand je disais que l'alimentation, tout le monde s'en fout, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je voulais dire qu'aujourd'hui, quand tu vois, et j'ai pris l'exemple de France 2030, France 2030, il n'y a pas de projet agroalimentaire des territoires qui est financé par France 2030. Même les projets Reuse ne le sont pas. Donc, il y a une vraie prise de position aujourd'hui politique à avoir en disant où demain on veut mettre nos moyens pour assurer effectivement cette souveraineté alimentaire, cette pérennité de nos activités, qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires. Mais aujourd'hui, je suis désolé, on ne le fait pas. Bien. Je voulais juste compléter par rapport aux questions que je vois là sur l'attractivité et la difficulté aussi économique de reprendre des exploitations. C'est vrai, c'est une vraie réalité. Moi, alors c'est pas mon job, je suis pas fiscaliste, je suis pas gestionnaire de patrimoine, donc je peux pas m'occuper de tout, mais sur l'attractivité, il y a une chose qui est importante, c'est aussi que la première responsabilité de l'attractivité, ce sont d'abord les agriculteurs qui doivent s'en charger. Je croise trop d'agriculteurs qui sont fiers de me dire que leurs enfants ne font pas ce métier-là, ou font médecine, ou font autre chose. Je pense que la première responsabilité, ce sont les agriculteurs qui doivent transmettre ce message. La deuxième chose, c'est de faire revenir des gamins à la terre. Dans les propositions, il y a la possibilité déjà de se dire, est-ce qu'au moins une fois par cycle primaire, cycle collège, cycle lycée, on ne pourrait pas organiser 2 jours, 3 jours, peut-être sur 3-4 ans, hein, c'est pas grand-chose, de connexion à la terre et à la transformation et à l'alimentation. Parce que la culture aujourd'hui de la culture et de l'alimentation reste quand même un sujet qui permettrait de faire revenir effectivement des jeunes aussi à ces sujets-là. Voilà, donc
cultivons un petit peu notre propre attractivité et donnons envie aux jeunes. Il y a plein de jeunes agriculteurs qui réussissent à donner envie à des jeunes de s'intéresser à leur métier. Il y a plein d'initiatives intéressantes. J'ai vu une productrice de cerises la semaine dernière qui a repris l'exploitation familiale. Son papa se contentait de produire des cerises et de les faire vendre par la grande distribution. Elle a mis une marque en place, elle a développé une attractivité, elle a fait donner envie à ses saisonniers de revenir d'une année sur l'autre en créant un esprit d'équipe et en leur permettant de vivre aussi une saison confortable dans le ramassage des cerises. Elle a créé un festival où elle fait venir des stars une fois par an dans son village pour communiquer sur sa marque. Voilà. Il ne faut pas être timide à ce niveau-là. Il faut enchaîner ce nombre d'actions de communication pour rendre attractifs aussi nos métiers. Bien, merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant. Vraiment, merci d'être venus jusqu'à Orléans nous parler de tout ça.